Les pampilles des lustres en cristal diffusaient une lumière prismatique dans la salle de bal de l'hôtel Le Bristol, où le tout Paris se pressait dans ses plus beaux atours. Amélie Fournier, 28 ans, ajusta sa simple robe de cocktail noir, la seule tenue de soirée qu'elle possédait, et lutta contre l'envie de fuir. En tant qu'interprète en langue des signes pour le gala de charité de l'hôpital Necker Enfants Malades, elle ne se sentait pas à sa place parmi ces riches mécènes, mais elle avait désespérément besoin de ce contrat. Rappelez-vous, fondez-vous dans la masse et soyez disponible si besoin, lui avait dit la coordinatrice de son agence. Jusqu'à présent, personne n'avait requis ses services et Amélie se sentait de plus en plus invisible en circulant dans la foule. C'est alors qu'elle la vit. Dans un coin reculé de la salle, en partie caché derrière une colonne de marbre, se tenait une adolescente dans une robe bleu nuit. Alors que tout le monde autour d'elle riait et bavardait avec animation, elle restait silencieuse, le regard vif et intelligent. Malgré sa robe de créateur et les diamants à ses oreilles, quelque chose dans sa posture, la légère tension de ses épaules, la façon attentive dont elle observait le mouvement des lèvres, fut immédiatement reconnaissable pour Amélie. La jeune fille, elle était sourde et personne ne lui parlait. L'attention d'Amélie fut détournée par une vague d'excitation qui parcourut la foule. Jean-Luc Dubois, le milliardaire de la tech et invité d'honneur de la soirée, venait d'arriver. Son entreprise Dubois Innovation avait fait un don de plusieurs millions d'euros pour la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital. Les flashs crépitèrent à son entrée, un homme grand, aux cheveux poivre et sel et à la prestance imposante. Les gens gravitaient autour de lui comme des papillons de nuit attirés par une flamme, désireux de partager sa lumière. Monsieur Dubois, par ici! Criaient les photographes et les journalistes, tandis que de riches donateurs se bousculaient pour lui serrer la main. Amélie jeta un coup d'œil à la jeune fille en bleu, remarquant comment elle observait son père. Car qui d'autre le célèbre Jean-Luc Dubois pouvait-il être pour elle? Avec un mélange de fierté et de résignation. Pas une seule fois Dubois ne regarda dans la direction de sa fille, et pas une seule fois quelqu'un ne s'approcha d'elle. Prenant une profonde inspiration, Amélie traversa la pièce. Alors qu'elle approchait, les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent légèrement de surprise d'être abordée si directement. Bonjour, signa Amélie, ses mains formant le salut avec une aisance professionnelle. Je m'appelle Amélie, et toi? Le visage de la jeune fille se transforma. Le masque soigneusement entretenu d'indifférence polie tomba, remplacé par un sourire d'une joie si sincère qu'il serra le cœur d'Amélie. Depuis combien de temps personne n'avait-il communiqué avec cette fille dans sa propre langue? Je m'appelle Chloé, signa-t-elle en retour, ses mouvements vifs et élégants. Tu connais la LSF? Tu es sourde, toi aussi? Non, répondit Amélie, ses doigts dansant à travers les signes. Je suis interprète. Je travaille parfois à l'hôpital pour enfants, celui auquel mon père a fait un don. Chloé hocha la tête, une lueur compliquée traversant son visage. Je suis censée rester là et être jolie pour les photos plus tard. L'amertume dans son expression en disait long à Amélie. Chloé avait l'habitude d'être un accessoire, pas une participante. Eh bien, en attendant, signa Amélie, ça te dirait un peu de compagnie qui te parle vraiment? Le rire de Chloé fut silencieux mais expressif. Oh mon Dieu, oui! Ça fait des heures que je déchiffre les lèvres, j'en ai mal aux yeux. Tu sais combien de personnes ici m'ont demandé si je savais lire sur les lèvres, puis se sont mises à exagérer tous leurs mouvements de bouche, comme si j'avais 5 ans. Amélie sourit, sachant exactement ce qu'elle voulait dire. Ou alors il crie, parce que apparemment, être sourd signifie aussi qu'on est stupide. Exactement, signa Chloé, ses mouvements devenant animés. Ou mon préféré, quand ils découvrent que je suis sourde, ils se mettent immédiatement à parler à la personne qui m'accompagne, comme si j'étais soudainement devenue invisible. Tandis qu'elle conversait, Amélie remarqua comment les épaules de Chloé se détendaient, comment ses yeux s'illuminaient.
La jeune fille était intelligente, terriblement drôle et affamée de vraies conversations. Je suis en terminale, expliqua Chloé quand Amélie l'interrogea sur ses études. Je suis au lycée Saint-Louis de Gonzague. C'est un lycée classique, mais ils ont un programme pour les sourds. Tu as beaucoup d'amis là-bas demanda Amélie. Les mains de Chloé hésitèrent. Pas vraiment. Les entendants pensent que je suis snob parce que je suis la fille de Dubois, et les sourds pensent que je suis une privilégiée qui ne comprend pas leurs difficultés. Ça a l'air solitaire, répondit Amélie avec honnêteté. C'est comme ça, signa Chloé avec un haussement d'épaule qui ne masquait pas tout à fait sa peine. Au moins, j'ai mon art. Je peins. En fait, je suis plutôt douée. J'adorerais voir ton travail un de ces jours, lui dit Amélie. De l'autre côté de la salle, Jean-Luc Dubois charmait la foule avec un aplomb consommé, apparemment inconscient de l'existence de sa fille. Amélie ne put s'empêcher de remarquer le regard de Chloé qui dérivait parfois vers lui, un mélange d'aspiration et de ressentiment. Ton père a l'air très occupé ce soir, commenta Amélie avec précaution. Le sourire de Chloé devint amer. Il est toujours occupé. Dubois Innovation ne se gère pas toute seule, tu sais. Sa gestuelle prit une qualité moqueuse, répétant clairement des mots qu'elle avait vus de nombreuses fois. Il a bâti tout un empire depuis la mort de ma mère. Je suis très fier de lui. La nature répétée de cette déclaration était déchirante. Quand ta mère est-elle décédée demanda Amélie doucement. Quand j'avais 7 ans. C'est là que tout a changé. Les mains de Chloé ralentirent. Avant ça, notre maison était pleine de musique, ce qui est ironique, je sais. Ma mère était une pianiste concertiste. Elle s'assurait que je vive la musique à ma manière, à travers les vibrations, à travers l'expression de son visage quand elle jouait. Après sa mort, la musique s'est arrêtée. Papa s'est enterré dans le travail et je suis devenu le problème à résoudre. Le problème? La fille sourde, les spécialistes, les opérations, les thérapies. Ils voulaient me réparer. Les signes de Chloé devinrent secs, anguleux. Il n'a jamais appris à signer, pas un seul mot. Nous avons des interprètes à la maison, des visages qui changent et que je connais à peine. Il leur parle à eux, pas à moi. Dans sa propre maison, il parle de moi à des étrangers alors que je suis assise juste là. Amélie sentit une vague de colère monter contre Jean-Luc Dubois. Comment quelqu'un de si brillant, de si riche, pouvait-il échouer si fondamentalement à communiquer avec son propre enfant? Je suis désolée, signa-t-elle simplement. Chloé haussa de nouveau les épaules. Comme j'ai dit, c'est comme ça. Elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Amélie et son expression changea. Quand on parle du loup, Amélie se retourna pour voir Jean-Luc Dubois s'approcher, accompagné d'un photographe et de ce qui semblait être son assistante, une femme d'une quarantaine d'années à l'allure sévère, une tablette à la main. Chloé, dit Dubois, ses lèvres faciles à lire alors qu'il parlait fort et délibérément. On a besoin de toi pour les photos. Il ne regarda pas Amélie, n'accusant même pas réception de sa présence. L'assistante sourit d'un air pincé et fit signe à Chloé de venir. Le visage de Chloé se lissa pour retrouver le même masque poli qu'auparavant. Avant de suivre son père, elle signa rapidement à Amélie. « Tu vois ce que je veux dire? Il ne se demande même pas qui tu es ou pourquoi tu me parles. » Alors que Chloé s'éloignait pour se tenir à côté de son père pour les photographes, Amélie sentit une étrange détermination prendre racine en elle. Dans son travail à l'hôpital, elle avait vu d'innombrables enfants isolés par leur surdité, mais jamais quelqu'un d'aussi complètement seul au milieu de tant de privilèges. La soirée continua et Amélie regarda Chloé poser consciencieusement pour les photos, hocher la tête aux moments opportuns et maintenir son sourire parfait et répété. Pas une seule fois Dubois ou qui que ce soit d'autre n'essaya de l'inclure dans la conversation qui tourbillonnait autour d'elle. Lorsque la partie officielle de la soirée se termina, Amélie vit Chloé s'éclipser de la foule, se dirigeant vers une porte latérale qui semblait mener à une terrasse-jardin. Prenant une décision en une fraction de seconde, Amélie la suivit.
Dehors, la nuit parisienne était fraîche et claire, la terrasse illuminée par un éclairage paysager subtil. Chloé se tenait à la balustrade de pierre, regardant les lumières de la ville en contrebas. En train de t'échapper signa Amélie en s'approchant. Chloé se retourna et le soulagement sur son visage était palpable. Juste en train de respirer. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner de toutes ces lèvres qui bougent. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit de nouveau. Jean-Luc Dubois sortit, son expression passant de l'inquiétude à la confusion en voyant que sa fille n'était pas seule. Chloé, il est temps de partir, dit-il, regardant directement sa fille, mais sans faire aucun effort pour signer. Amélie vit le visage de Chloé se fermer, vit le mur se dresser entre le père et la fille. Et à cet instant, elle prit une décision qui allait changer leurs trois vies. Monsieur Dubois, dit-elle à voix haute, tout en signant simultanément pour le bénéfice de Chloé. Je m'appelle Amélie Fournier. Je suis interprète et je parlais avec votre fille. Elle est extraordinaire. Dubois cligna des yeux, clairement décontenancé par cette approche directe de la part de quelqu'un qu'il considérait probablement comme du personnel de service. Je vous remercie. Vous travaillez pour l'événement? Oui, répondit Amélie, continuant de signer ses mots. Mais en ce moment, je suis juste quelqu'un qui pense que vous devriez savoir ce que vous manquez en ne pouvant pas communiquer directement avec Chloé. L'expression du milliardaire se durcit. Mais Amélie y vit autre chose aussi. Une lueur de honte, rapidement masquée. Les yeux de Chloé étaient grands ouverts, ses mains figées en l'air. La mâchoire de Jean-Luc Dubois se crispa. Mademoiselle, Fournier, compléta Amélie, continuant de signer chaque mot. Mademoiselle Fournier, répéta-t-il, j'apprécie votre sollicitude, mais ma relation avec ma fille est une affaire privée. Amélie sentit son professionnalisme s'effriter. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, la communication ne devrait pas être privée. Elle devrait être accessible. Les mains de Chloé bougèrent rapidement. Amélie, ça va, tu n'es pas obligée. Non, ça ne va pas, signa Amélie en retour, avant de s'adresser de nouveau à Dubois. Votre fille est restée seule toute la soirée, pendant que tout le monde célébrait votre générosité. Vous voyez l'ironie? Un éclair de véritable blessure traversa le visage de Dubois avant que son masque d'homme d'affaires ne se remette en place. Vous avez dépassé les bornes, mademoiselle Fournier. Chloé, nous partons. Il se retourna et retourna vers la salle de bal, s'attendant clairement à ce que sa fille le suive. Chloé hésita, son regard accroché à celui d'Amélie. « Je suis désolée, signa rapidement Chloé. Il devient susceptible sur ce sujet. C'est comme ça depuis l'accident. »« L'accident » demanda Amélie, mais Chloé s'éloignait déjà. « Retrouve-moi au lycée Saint-Louis de Gonzague », signa Chloé avant de disparaître par la porte. Amélie resta seule sur la terrasse, le cœur battant. Elle venait de compromettre sa réputation professionnelle en confrontant un client puissant. Pire, elle avait peut-être rendu les choses plus difficiles pour Chloé. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec un message vocal de la coordinatrice de son agence. « Amélie, rappelle-moi immédiatement. Il y a eu une plainte concernant ta conduite au gala hier soir. » Son estomac se noua. C'était exactement ce qu'elle craignait. Avec son loyer déjà en retard de 2 semaines et ses prêts étudiants qui s'accumulaient, elle ne pouvait pas se permettre de perdre des clients. Elle avait quitté un poste stable dans l'éducation nationale 6 mois plus tôt, lorsque des coupes budgétaires avaient supprimé son poste, et le travail en freelance s'était avéré bien moins fiable qu'elle ne l'espérait. Elle rappela l'appel avec des doigts tremblants, préparés au pire. « Je peux expliquer », commença Amélie lorsque sa coordinatrice répondit. « Tu as intérêt à expliquer », vint la réponse sèche. « Le bureau de Jean-Luc Dubois a appelé ce matin. Ils vous ont demandé spécifiquement pour un rendez-vous privé à son domicile cet après-midi. » Amélie faillit laisser tomber son téléphone. « Ils ont... » Quoi? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier soir, mais d'une manière ou d'une autre, tu as attiré l'attention de l'un des hommes les plus influents de Paris. Ça pourrait être énorme pour l'agence. Amélie, ne gâche pas tout. 3 heures plus tard, Amélie se retrouvait à franchir les portes imposantes du domaine des Dubois à Saint-Germain-en-Laye.
La villa moderniste de verre et de pierre reflétait le ciel gris de Paris, austère et magnifique sur fond de jardin parfaitement entretenu. Une gouvernante l'accueillit à la porte. Monsieur Dubois vous attend dans son bureau. Par ici, s'il vous plaît. Amélie la suivit à travers des couloirs ornés d'œuvres d'art dignes d'un musée. Elle remarqua une peinture abstraite saisissante, aux larges touches de cobalt et d'or, qui semblait détonner parmi les pièces plus traditionnelles. C'est l'œuvre de Chloé, commenta la gouvernante, remarquant l'intérêt d'Amélie. Elle est très talentueuse. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, elles arrivèrent au bureau de Dubois, une pièce spacieuse avec des baies vitrées donnant sur le parc. Jean-Luc Dubois se leva à leur entrée, congédiant la gouvernante d'un signe de tête. Mademoiselle Fournier, merci d'être venue. Son ton était froidement professionnel. Asseyez-vous, je vous en prie. Amélie prit la chaise offerte, se préparant à une réprimande formelle ou même à une demande de signer un accord de confidentialité sur l'état de sa fille. Je vous dois des excuses, dit Dubois à la place, la surprenant complètement. Pardon? Vos paroles d'hier soir? Il fit une pause, clairement mal à l'aise. Elles étaient inappropriées dans ce contexte, mais pas inexactes. On m'a fait remarquer que j'ai manqué à mes devoirs envers ma fille de manière significative. La vulnérabilité de son aveu prit Amélie au dépourvu. « Monsieur, je m'excuse d'avoir parlé si crûment. Ce n'était pas ma place. »« C'était peut-être exactement votre place, » répondit Dubois en s'asseyant derrière son bureau. « Après tout, c'est vous la professionnelle. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui. » Il posa ses mains à plat sur la surface du bureau, un homme d'affaires organisant ses pensées. Chloé a perdu Louis dans le même accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère. Elle avait 7 ans. Les médecins ont dit que c'était une lésion nerveuse, permanente, irréversible. J'ai passé les 2 premières années après l'accident à consulter des spécialistes du monde entier, à poursuivre toutes les options de traitement, à essayer de la réparer, se souvint Amélie des mots de Chloé. Dubois grimaça. Oui, je ne pouvais pas accepter que ma fille n'entende plus jamais. Le temps que je l'accepte enfin, un schéma s'était installé. Interprète, spécialiste, tuteur, des gens que je payais pour communiquer avec elle afin de ne pas avoir à affronter ma propre incompétence. Il attrapa une photographie encadrée sur son bureau, la tournant pour qu'Amélie puisse la voir. Un Dubois plus jeune se tenait aux côtés d'une femme magnifique et d'une petite fille rayonnante. Chloé, avant l'accident. Catherine, ma femme, avait commencé à apprendre la langue des signes à Chloé quand elle était bébé. La communication gestuelle pour les bébés, comme on l'appelle. Catherine croyait en la communication sous toutes ses formes. Elle était pianiste concertiste, mais elle disait toujours que la musique n'était qu'un langage parmi tant d'autres. Chloé a mentionné que sa mère était pianiste, dit Amélie. Dubois leva brusquement les yeux. Elle a parlé de Catherine? Brièvement, elle a dit que votre maison était autrefois pleine de musique. Il reposa la photographie avec précaution, comme si elle pouvait se briser. Elle l'était. Après l'accident, je ne supportais plus de l'entendre. J'ai vendu le piano de Catherine. J'ai arrêté de jouer les disques qu'elle aimait. Je pensais protéger Chloé de souvenirs douloureux, mais peut-être que je ne faisais que me protéger moi-même. Amélie regarda les émotions se jouer sur son visage. Le deuil, le regret, le désir de réparer les choses. Malgré sa colère initiale envers lui, elle sentit sa perspective changer. « Monsieur Dubois, pourquoi exactement suis-je ici aujourd'hui ?» Il se redressa, le mode homme d'affaires réactivé. « Je veux vous engager, mademoiselle Fournier, pas par l'intermédiaire de votre agence, mais directement. Un contrat personnel pour être l'interprète de Chloé. » Sure. Non, dit-il fermement. Pour m'apprendre à signer. J'aurais dû l'apprendre il y a des années. Je veux communiquer avec ma fille directement, sans intermédiaire. Amélie se renversa dans son fauteuil, sincèrement surprise. C'est louable, monsieur Dubois, mais apprendre la LSF demande du temps et une pratique constante. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir en quelques séances.
J'en suis conscient. Je suis prêt à m'engager à des leçons régulières au cours de l'année à venir, au minimum. 2 fois par semaine, plus si mon emploi du temps le permet. Il énonça un chiffre pour sa rémunération qui fit écarquiller les yeux d'Amélie. Cet arrangement vous intéresserait-il? Cela résoudrait ses problèmes financiers du jour au lendemain. Mais l'argent n'était pas sa principale préoccupation. Avant de répondre, puis-je demander pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? L'expression de Dubois s'adoucit de manière presque imperceptible. Hier soir, j'ai regardé le visage de ma fille quand vous lui avez parlé en signe. J'ai réalisé que je ne l'avais pas vue aussi vivante depuis des années. Puis ce matin, elle a laissé ça sur mon bureau. Il tendit à Amélie un morceau de papier plié. À l'intérieur, une note manuscrite. Papa, je sais que tu es en colère à propos de ce qui s'est passé avec l'interprète hier soir, mais pendant 10 minutes, quelqu'un m'a vu, moi, et pas seulement la fille sourde de Dubois. Si tu veux vraiment honorer la mémoire de maman avec tes dons à l'hôpital, souviens-toi de ce qu'elle disait toujours. La vraie guérison commence quand on se sent entendu. Et je n'ai pas été entendu depuis très longtemps. Chloé. Amélie replia soigneusement la note, la gorge serrée par l'émotion. J'ai passé des années à jeter de l'argent sur la surdité de ma fille, dit Dubois doucement. Construire des ailes pour l'éducation des sourds, financer la recherche, faire des dons à des organisations, tout en échouant à faire le seul investissement qui comptait vraiment. Il n'est pas trop tard, dit Amélie. Chloé est encore jeune. 11 Darkshire. Elle part pour l'université l'année prochaine. Harvard l'a déjà acceptée en admission anticipée. La fierté pointa dans son visage. J'ai une fenêtre limitée pour réparer ce que j'ai brisé. Amélie réfléchit soigneusement à sa réponse. Monsieur Dubois, je serais heureuse de vous apprendre la LSF, mais je dois être clair sur une chose. Ce ne sera pas une solution miracle. Apprendre à signer est une chose. Reconstruire votre relation avec Chloé en est une autre. Je comprends. Il se leva de son bureau. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vous parler. Comme sur un signal, la porte du bureau s'ouvrit et Chloé entra. En voyant Amélie, elle la gratifia d'un sourire sincère. « Tu es venue, signa-t-elle. « Ton père m'a invité, répondit Amélie en signe. Les yeux de Chloé firent la navette entre Amélie et son père, la confusion évidente. Pourquoi? Dubois s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Je vais laisser mademoiselle Fournier t'expliquer. J'ai une conférence téléphonique dans 5 minutes. Il s'arrêta à la porte, regardant sa fille. Chloé, Nous parlerons plus tard. Après son départ, les mains de Chloé bougèrent rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le pétrin à cause d'hier soir? Ni l'un ni l'autre ne sommes dans le pétrin, l'assura Amélie. Ton père m'a engagé pour lui apprendre la LSF. I thought so before he took it. Yes, c'est pas that. Les mains de Chloé se figèrent en plein signe, son expression d'une incrédulité totale. Mon père qui apprend à signer? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Il semble très déterminé. Chloé s'effondra dans le fauteuil que son père venait de quitter. Son visage était un mélange complexe d'espoir et de scepticisme. Il n'ira pas jusqu'au bout. Il ne le fait jamais avec tout ce qui concerne ma surdité. Peut-être que cette fois, ce sera différent, suggéra doucement Amélie. Pourquoi le serait-ce? Les signes de Chloé étaient vifs, révélant des années de déception. Parce que cette fois, il n'essaie pas de te réparer, il essaie de se réparer lui-même. 3 semaines plus tard, Amélie était assise en face de Jean-Luc Dubois dans son bureau, le regardant peiner à épeler des mots. REUNIONATROISHEURES. Ses doigts formaient laborieusement chaque lettre. Bien, signa et parla Amélie simultanément, sa méthode d'enseignement habituelle. Mais rappelez-vous, il y a un signe spécifique pour réunion qui serait plus rapide que de l'épeler. Dubois fronça les sourcils en se concentrant pour tenter le signe, sa frustration évidente lorsque ses doigts refusèrent de coopérer. « C'est impossible », marmonna-t-il en laissant tomber ses mains.
Je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue. Vous avez appris le mandarin pour des contrats d'affaires, lui rappela Amélie, ayant appris ses prouesses linguistiques lors de leur session. C'était différent. J'étais plus jeune et c'était... Il s'interrompit, conscient de l'implication. Plus important, compléta Amélie en gardant un ton neutre. Dubois eut la grâce d'avoir l'air honteux. J'allais dire plus facile, mais vous avez raison de me le faire remarquer. Sas et os. Au fil des semaines, Amélie avait découvert que sous son extérieur imposant, Jean-Luc Dubois était un homme complexe, brillant en affaires, mais émotionnellement retardé par le deuil, capable d'une concentration immense, mais aveugle à ce qui se trouvait juste devant lui. Essayons une autre approche, suggéra Amélie. Au lieu du vocabulaire des affaires, entraînons-nous sur quelque chose que vous pourriez vraiment vouloir dire à Chloé. Dubois parut mal à l'aise. Comme par exemple, je suis fier de toi. C'est quelque chose que chaque enfant a besoin d'entendre. Quelque chose vacilla sur son visage. Pense-t-elle que je ne suis pas fier d'elle? Amélie choisit ses mots avec soin. Monsieur Dubois, quand lui avez-vous dit directement pour la dernière fois? Il ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Laissez-moi vous montrer, dit-elle, démontrant le signe. Je suis fier de toi. Dubois regarda attentivement, puis imita ses mouvements avec une grâce surprenante. Malgré ses plaintes, il progressait en fait plus vite que la plupart des apprenants adultes. Parfait, l'encouragea Amélie. Maintenant, essayez je t'aime. Le simple signe de la main, auriculaire, index et pouce étendus, sembla le submerger. Après l'avoir tenté, il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Monsieur Dubois, je n'ai pas dit ces mots à Chloé depuis la mort de Catherine, admit-il, le dos tourné à Amélie. Ni à voix haute, et certainement pas en signe. Pourquoi pas? Il se retourna, son sang-froid s'effritant. Parce que chaque fois que je la regarde, je vois Catherine, je vois ce que nous avons perdu, ce que j'ai échoué à protéger. La compréhension se fit jour pour Amélie. L'accident, c'est vous qui conduisiez. Dubois hocha la tête une fois, sèchement. Une plaque de verglas. Un camion a fait un tête-à-queue devant nous. J'ai fait une embardée pour l'éviter, mais nous avons heurté la glissière de sécurité. Sa voix devint clinique, détachée. Catherine est morte sur le coup. Chloé était sur la banquette arrière. L'impact a causé un traumatisme à ses nerfs auditifs. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle n'entendait plus rien. « Ce n'était pas votre faute », dit doucement Amélie. « Dites ça à ma fille de 7 ans, qui s'est réveillée dans un monde silencieux sans sa mère. » L'amertume perçait dans ses mots. Pendant des mois après, elle hurlait la nuit. Des sons horribles, bruts. Elle ne pouvait pas s'entendre. Je ne pouvais pas la réconforter. La seule chose qui la calmait, c'était de dessiner. Elle dessinait pendant des heures, ces images chaotiques et sombres qui, selon son thérapeute, exprimaient son traumatisme. Et maintenant, c'est une artiste, observa Amélie. Une artiste talentueuse, convint Dubois, une pointe de fierté perçant à travers. Elle a été acceptée au programme d'art visuel de Harvard. Catherine aurait été... Sa voix se brisa. Catherine aurait été si fière. La leçon continua, mais l'esprit d'Amélie revenait sans cesse à ce que Dubois avait révélé. L'accident expliquait tant de choses sur leur relation brisée, sa culpabilité, son retrait émotionnel, ses tentatives désespérées de réparer la surdité de Chloé, tout en évitant la blessure plus profonde entre eux. Plus tard dans l'après-midi, Amélie retrouva Chloé dans un café près du lycée Saint-Louis de Gonzague. Ces rencontres étaient devenues régulières, initialement axées sur les progrès de Dubois en LSF, mais évoluant vers une véritable amitié. « Alors » signa Chloé, après qu'elle se soit installée avec leur boisson. « Comment va mon père? Toujours aussi nul ?»« En fait, il s'améliore, » répondit Amélie honnêtement. « Il est plus dévoué que tu ne le penses. » Chloé leva les yeux au ciel. Il aborde tout comme une acquisition d'entreprise. L'étudier, le maîtriser, passer au défi suivant. Est-ce si mal si cela signifie qu'il apprend à communiquer avec toi? Je le croirai quand je le verrai,
signa Chloé. Mais Amélie remarqua l'espoir qui se cachait derrière son scepticisme. Il m'a parlé de l'accident aujourd'hui, révéla Amélie avec précaution. Les mains de Chloé s'immobilisèrent. Il ne parle jamais de ça. Tête. Je pense qu'il porte beaucoup de culpabilité. Il devrait, signa Chloé, ses mouvements devenant soudainement secs. Pas pour l'accident, ce n'était pas sa faute, mais pour ce qui est venu après. Pour avoir disparu quand j'avais le plus besoin de lui. Que veux-tu dire? Chloé signa, ses doigts dansant à travers une série complexe de signes qui révélaient plus d'émotions que son visage soigneusement contrôlé. Après la mort de maman, papa m'a envoyé dans des internats spécialisés pour sourds. Il venait me voir les week-ends désignés pour les parents, toujours avec un interprète. Nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre. Quand je suis enfin rentré pour de bon à 15 ans, c'était comme emménager avec une vague connaissance. Pas mon père. Amélie sentit son cœur se serrer pour les deux Dubois. Un père et une fille séparés non seulement par la surdité, mais par un deuil partagé qu'ils ne pouvaient s'exprimer l'un à l'autre. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais quitté ton poste dans l'éducation nationale, signa Chloé, voulant clairement changer de sujet. Amélie hésita avant de répondre honnêtement. Les réductions budgétaires étaient la raison officielle, mais la vérité est que je m'impliquais trop personnellement avec les élèves sourds. Mon superviseur disait que je devais avoir de meilleures limites professionnelles. L'expression de Chloé était curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je faisais des choses comme ramener des enfants sourds chez eux quand leurs parents les oubliaient, ou que je défendais trop agressivement les ressources que l'école prétendait ne pas pouvoir se permettre. Amélie haussa les épaules. Peut-être qu'ils avaient raison, je n'ai jamais été douée pour la distance émotionnelle. C'est pour ça que tu as confronté mon père au gala? Probablement, admit Amélie. Ce n'était pas très professionnel. C'était exactement ce dont j'avais besoin, rétorqua Chloé. Même si rien ne change avec mon père, tu m'as vu, moi. Et ça compte. Leur conversation dériva sur le portfolio d'art de Chloé et son exposition de fin d'année à venir. En parlant, Amélie ne put s'empêcher de remarquer comment Chloé s'illuminait en discutant de son travail. La même intensité passionnée qu'elle avait entrevue chez Dubois lorsqu'il parlait de son entreprise. « Tu devrais venir à mon exposition vendredi prochain », signa Chloé. « C'est à la galerie du lycée. »« J'adorerais », répondit Amélie. « Ton père sera là ?» L'expression de Chloé s'assombrit. « Il a été invité. Il fait toujours une apparition aux événements de l'école. Des dons à faire, des mains à serrer. Tu connais la chanson. »« Mais il ne voit pas vraiment ton art », devina Amélie. « Il le voit comme un passe-temps, pas comme une vocation », signa Chloé. « Il pense que HEC Paris serait plus pratique que le programme d'art visuel. Lui as-tu dit à quel point l'art est important pour toi? Comment? On a à peine des conversations sur l'heure du dîner. Tu pourrais lui montrer, suggéra Amélie. Ton art en dit long, Chloé. Peut-être qu'il pourrait combler le fossé que les mots n'ont pas réussi à combler. Le vendredi suivant, Amélie arriva à la galerie du lycée Saint-Louis de Gonzague 30 minutes avant le début de l'exposition. L'espace bourdonnait déjà d'activité alors que les élèves apportaient les dernières retouches à leur présentation. Chloé la repéra immédiatement et lui fit signe de s'approcher d'une collection de toiles stupéfiantes qui dominait le mur central de la galerie. Le souffle d'Amélie se coupa en découvrant la série. Des compositions abstraites qui transmettaient d'une manière ou d'une autre une émotion profonde par la couleur et le mouvement. « Chloé, c'est incroyable !» signa-t-elle sincèrement. La pièce maîtresse était particulièrement saisissante, une grande toile divisée en deux sections. Le côté gauche dépeignait une obscurité chaotique striée de rouge et de noir, tandis que le côté droit montrait une émergence progressive de bleu et d'or, un sentiment d'ordre évoluant à partir du chaos. Le cartel indiquait simplement « après le silence ». « C'est à propos de l'accident », signa Chloé, observant attentivement la réaction d'Amélie. « Le moment où tout a changé. » Amélie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu au premier abord. Incrustés dans la section chaotique, des mots à peine discernables peints dans diverses écritures, tandis que le côté ordonné contenait ce qui semblait être des mains formant des signes. « Les mots sont des choses dont je me souviens avoir entendu avant de perdre Louis », expliqua Chloé.
La voix de ma mère, la musique, les rires. Les signes sont la nouvelle langue que j'ai dû apprendre. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, un murmure parcourut la galerie. Jean-Luc Dubois était arrivé, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, sa présence commandant une attention immédiate. Le proviseur du lycée se précipita pour le saluer, l'entraînant dans ce qui semblait être une visite prédéterminée d'œuvres d'élèves sélectionnés. Le visage de Chloé se ferma légèrement. Tu vois, toujours le bienfaiteur, jamais le père. Parfait. Mais alors que le proviseur tentait de guider Dubois vers une autre section, quelque chose d'inattendu se produisit. Dubois s'arrêta, dit quelque chose qui surprit le proviseur, puis se dirigea directement vers l'exposition de Chloé. Ton père vient par ici, signa rapidement Amélie. Chloé se redressa, son expression sur la défensive, alors que Dubois approchait. Elle ne vit pas ce qu'Amélie vit, la façon dont les yeux de Dubois s'écarquillèrent alors qu'il regardait vraiment son œuvre. L'éclair de reconnaissance quand il lut le titre « Après le silence ». Ce qui se passa ensuite les stupéfia toutes les deux. À la vue de toute la foule rassemblée, Jean-Luc Dubois leva les mains et, lentement, délibérément, signa « C'est magnifique, je suis si fier de toi ». Le choc de Chloé était visible, ses mains figées le long de son corps. Pendant un instant, Amélie craignit qu'elle ne réponde pas. Puis, avec des doigts tremblants, Chloé signa en retour. « Merci ». C'était un petit échange, douloureusement basique comparé aux pensées complexes que tous deux voulaient clairement exprimer. Mais à cet instant, alors que père et fille se regardaient avec une émotion non dissimulée pour peut-être la première fois en une décennie, Amélie comprit que quelque chose de fondamental avait changé. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment de connexion serait brisé avant la fin de la nuit, par une révélation qui forcerait les deux Dubois à affronter la véritable raison de leurs années d'éloignement. L'exposition continua, Chloé étant à contre-cœur, emmenée par son professeur d'art pour parler à d'autres participants. Jean-Luc Dubois resta devant ses peintures, étudiant chacune avec une intensité qui surprit Amélie. « Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était aussi talentueuse » dit-il quand Amélie s'approcha. « Si, en fait, » répondit Amélie. « Vous n'étiez simplement pas prêt à l'entendre. » Il reconnut cela d'un léger signe de tête. Ce n'est pas juste bon pour une lycéenne, c'est extraordinaire à tous points de vue. Il désigna après le silence. Celui-ci en particulier, c'est brut, honnête. Elle essaie de vous dire des choses à travers son art depuis des années, dit doucement Amélie. C'était sa voix quand elle sentait que vous ne pouviez pas l'entendre. Les yeux de Dubois restèrent fixés sur la peinture. J'ai été un imbécile, n'est-ce pas ? Avant qu'Amélie ne puisse répondre, les lumières de la galerie s'atténuèrent légèrement, signalant le début officiel de l'exposition. Le proviseur monta sur scène, souhaitant la bienvenue à tous et remerciant les invités spéciaux de la soirée, en particulier Monsieur Dubois, dont les généreuses contributions au programme artistique de l'école avaient rendu possible des événements comme celui-ci. Et maintenant, poursuivit le proviseur, j'ai le grand plaisir d'annoncer le lauréat de cette année de la bourse mémoriale Catherine Dubois pour l'excellence en art visuel. Amélie vit Chloé se figer de l'autre côté de la pièce. C'était clairement inattendu. Cette bourse, créée il y a 5 ans par Monsieur Jean-Luc Dubois en l'honneur de sa défunte épouse, offre une année complète d'études supérieures aux Beaux-Arts de Paris après l'obtention du baccalauréat. La foule murmura son appréciation. Une telle opportunité était extraordinaire et coûteuse. La lauréate de cette année a fait preuve d'un talent remarquable, d'une profondeur émotionnelle et d'une maîtrise technique bien au-delà de son âge. Mesdames et messieurs, je suis fier d'annoncer que la bourse est décernée à Mademoiselle Chloé Dubois. Les applaudissements éclatèrent. Chloé resta immobile, son expression un mélange complexe de choc, de confusion et de quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant qu'elle s'approche de l'estrade. Au lieu de cela,
Elle se retourna et sortit rapidement de la galerie. Le proviseur hésita, regardant Dubois avec incertitude. Après un moment de gêne, Dubois s'avança. Merci de votre patience, s'adressa-t-il à la foule avec aisance. Ma fille est naturellement bouleversée. Si vous voulez bien m'excuser. Il suivit le chemin de Chloé hors de la galerie, laissant des chuchotements confus dans son sillage. Amélie n'hésita qu'un instant avant de les suivre tous les deux. Elle les trouva dans une salle de classe vide au bout du couloir. Les mains de Chloé volaient dans des signes rapides et furieux qu'Amélie savait que Dubois ne pouvait absolument pas suivre à son niveau de débutant. « Comment as-tu pu ?» signait Chloé. « Utiliser le nom de maman comme ça sans même me le dire. Prendre des décisions sur mon avenir sans me le demander. » Dubois regarda Amélie avec impuissance quand elle entra. « Je ne peux pas la comprendre quand elle signe aussi vite. » Amélie s'avança. Elle est bouleversée que vous ayez créé une bourse au nom de sa mère sans en discuter avec elle et que vous preniez des décisions sur son avenir sans son avis. L'expression de Dubois se durcit. Je pensais qu'elle serait ravie. C'est une opportunité prestigieuse. Je ne veux pas aller à Paris, signa Chloé avec véhémence, Amélie traduisant à voix haute. J'ai été acceptée à Harvard. J'ai planifié ça pendant des années et tu décides juste sans me demander que je devrais passer 1 an à Paris à la place. Harvard sera toujours là après. Ce n'est pas la question. Les signes de Chloé étaient si énergiques qu'ils semblaient fendre l'air. Tu as fait ça toute ma vie. Décider ce qui est le mieux pour moi sans jamais me demander ce que je veux. Je suis ton père. C'est mon travail de... De quoi ? Me contrôler, m'expédier chaque fois que c'est pratique, d'abord tous ces internats et maintenant Paris. Dubois tressaillit comme s'il avait été frappé. Ces écoles étaient nées pour te donner la meilleure éducation possible pour ta situation. Sykes, ma situation? Les yeux de Chloé brillèrent. Tu veux dire ma surdité ou le fait que tu ne pouvais pas supporter de me regarder après la mort de maman? L'accusation crue flotta dans l'air entre eux. Ce n'est pas vrai, dit Dubois, la voix creuse. Ah non? Les mains de Chloé tremblaient en signant. Tu m'as envoyé au loin pendant 9 ans, papa. 9 ans. Tu venais les week-ends des parents avec tes interprètes et tes sourires forcés. Et puis tu disparaissais à nouveau. Sais-tu ce que ça faisait? Avoir 7 ans, soudainement sourde, ma mère morte, et puis abandonnée par mon père aussi. Amélie traduisit fidèlement, le cœur serré pour eux deux. J'essayais de te protéger, dit Dubois, son sang-froid se fissurant. Je pensais que ces écoles spécialisées te donneraient ce que je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas me donner? Demanda Chloé à travers la traduction d'Amélie. De la compréhension? Le contrôle de Dubois céda enfin. Je ne pouvais pas comprendre ce que tu traversais, Chloé. Je ne pouvais pas t'aider. Chaque fois que tu essayais de me dire quelque chose et que je ne comprenais pas. Chaque fois que tu pleurais et que je ne pouvais pas te réconforter. C'était comme te perdre une nouvelle fois. Ces mots restèrent en suspens dans le silence, chargés d'une décennie d'émotions refoulées. Alors, au lieu d'apprendre à me parler, signa Chloé plus lentement maintenant, tu m'as envoyé au loin et tu as jeté de l'argent sur le problème. Dubois ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, sa voix était calme. Je sais comment ça paraît. Mais Chloé, je ne t'ai pas envoyé au loin parce que je ne voulais pas de toi. Je t'ai envoyé au loin parce que j'étais terrifié à l'idée de te faire encore plus de mal en te gardant avec moi. Pire que l'abandon, je t'ai brisé après la mort de ta mère, admit Dubois, noyé dans la culpabilité, fonctionnant à peine. Je me suis convaincu que tu serais mieux avec des professionnels qui comprenaient la surdité, qui pouvaient te donner une communauté que je ne pouvais pas. J'avais besoin de mon père, signa Chloé, des larmes coulant maintenant sur son visage. Pas d'une communauté, pas de spécialiste, juste de toi. Dubois fit un pas vers elle, puis s'arrêta, l'incertitude dans chaque ligne de son corps. Je ne savais pas comment être ce dont tu avais besoin. Tu n'as pas essayé, signa Chloé, mais sa colère s'estompait, remplacée par un vieux chagrin. Tu as raison, admit Dubois. J'ai choisi la voie du lâche. Et puis, quand tu es enfin rentré à la maison, nous étions des étrangers.
Je ne savais pas comment combler ce fossé. Chloé étudia le visage de son père. C'est pour ça que tu apprends à signer maintenant? Pour combler le fossé? Oui, répondit-il simplement. Un long silence s'étira entre eux, rempli d'une décennie de malentendus et de connexions manquées. Finalement, Chloé signa. La bourse, l'as-tu vraiment créée pour maman? Dubois hocha la tête. Elle a toujours cru que l'art pouvait guérir des blessures que rien d'autre ne pouvait toucher. Elle aurait été si fière de ton talent, Chloé. Mais pourquoi Paris? Pourquoi maintenant? Dubois baissa les yeux, puis regarda sa fille. Parce que j'ai vu ta lettre d'acceptation à Harvard. Parce que j'ai réalisé que tu partirais bientôt et que j'avais déjà tellement manqué. Parce que... Il hésita, puis continua avec une honnêteté douloureuse. Parce qu'une partie de moi pensait que si tu étais à Paris au lieu de Cambridge, j'aurais une année de plus pour apprendre à te parler avant que tu ne sois parti. L'aveu flotta dans l'air, stupéfiant de vulnérabilité. L'expression de Chloé s'adoucit légèrement. Papa, je ne comptais pas disparaître de ta vie après le lycée. Vraiment? Demanda-t-il doucement. Je ne t'en aurais pas voulu. Amélie regarda la compréhension passer entre le père et la fille. Peut-être la première vraie compréhension qu'ils partageaient depuis des années. Je ne veux pas aller à Paris, signa de nouveau Chloé, mais doucement cette fois. Harvard est mon rêve. Dubois hocha lentement la tête. Alors ce sera Harvard. La bourse peut aller à un autre étudiant. Mais, continua Chloé, peut-être qu'on pourrait aller à Paris ensemble un de ces jours. Maman a toujours voulu m'y emmener. Les yeux de Dubois s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent d'une émotion qu'il ne put tout à fait contenir. Ça me plairait beaucoup. Hésitant, il leva les mains et signa lentement mais correctement. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Je t'aime, Chloé. Des larmes coulèrent sur les joues de Chloé alors qu'elle regardait les mains de son père former les mots qu'elle avait attendu si longtemps de voir. Elle s'avança et l'enlaça dans une étreinte féroce. Dubois la serra fort, ses propres yeux fermés contre les larmes. Par-dessus l'épaule de Chloé, il articula un merci silencieux à Amélie. Amélie sortit discrètement de la pièce, laissant au père et à la fille l'intimité qu'ils méritaient. En retournant vers la galerie, elle ressentit une profonde satisfaction, sachant qu'elle avait joué un petit rôle dans la guérison d'une blessure qui avait suppuré pendant trop longtemps. 6 mois plus tard, Amélie était assise dans le public lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée Saint-Louis de Gonzague. En tant que major de sa promotion, Chloé prononça son discours en langue des signes, avec un interprète professionnel qui prêtait sa voix à ses mots pour le public entendant. De sa place, Amélie pouvait voir Jean-Luc Dubois au premier rang, regardant sa fille avec une fierté non dissimulée. Le discours de Chloé était éloquent et émouvant, abordant les thèmes de la communication, de la connexion et du courage de combler les fossés. Mais ce furent ces derniers mots qui mirent les larmes aux yeux d'Amélie. Dans un monde qui ne valorise souvent que ce qui peut être entendu, signa Chloé, j'ai appris que les conversations les plus importantes se déroulent en silence, dans l'espace entre les mots, dans l'art, dans les gestes d'amour qui transcendent le langage. Mon voyage du silence à l'expression n'aurait pas été possible sans 2 personnes. Ma mère qui m'a appris que la musique existe même pour ceux qui ne peuvent pas l'entendre, et mon père qui a appris que l'amour n'a pas toujours besoin de son pour être compris. Après la cérémonie, au milieu de la foule de familles en fête, Amélie se retrouva face aux 2 Dubois. « On a quelque chose à te montrer », signa Chloé avec enthousiasme. Elle fit un signe de tête à son père, qui sortit son téléphone et ouvrit une galerie de photos. Les images montraient un studio spacieux baigné de lumière naturelle, rempli de matériel d'art et de plusieurs chevalets. « Nous avons transformé la véranda de l'aile est en studio pour Chloé », expliqua Dubois. « Elle l'utilisera quand elle rentrera de Harvard. » Participe encore? C'est magnifique, dit Amélie sincèrement. Et ce n'est pas tout, signa Chloé. Dis-lui, papa. Dubois sourit, un sourire sincère qui transforma son visage habituellement sérieux.
J'ai créé une fondation au nom de Catherine, la Fondation du bois pour l'éducation des sourds et les arts. Nous financerons des programmes d'art-thérapie, l'enseignement de la langue des signes et des bourses pour les étudiants sourds. Et, ajouta fièrement Chloé, tout le personnel de la Fondation sera tenu d'apprendre la LSF, sans exception. C'est merveilleux, dit Amélie. Vous devez être très fiers tous les deux. Torniate. Nous le sommes, répondit Dubois, ses mains formant le signe en même temps que ses mots. Toujours basique, mais beaucoup plus fluide qu'avant. Et nous aimerions que tu en fasses partie, Amélie, en tant que directrice de nos programmes, si cela t'intéresse. Amélie les regarda choquée. Directrice des programmes? Moi? Qui de mieux? Signa Chloé. C'est toi qui nous as appris que la communication ne se limite pas aux mots. C'est le fait de se voir vraiment les uns les autres. Amélie regarda entre eux la jeune artiste brillante et résiliente et le puissant homme d'affaires qui avait enfin appris le langage le plus important de tous, et elle connut sa réponse immédiatement. Je serais honorée, dit-elle, signant et prononçant les mots qui allaient décommencer le prochain chapitre pour eux tous. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires, que vous soyez en France, au Vietnam, au Canada ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et surtout, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Vos impressions et vos ressentis m'intéressent énormément. Où que vous soyez, je vous souhaite de tout cœur, à vous et à vos proches, d'être toujours en paix, en bonne santé et en sécurité. Prenez bien soin de vous. Enfin, si vous aussi, vous avez une histoire touchante, une anecdote surprenante ou une expérience que vous aimeriez partager avec notre communauté, n'hésitez surtout pas à la raconter ci-dessous. Nous serions tous ravis de vous lire.